poursuit donc cette 3e édition de Ride, vous le savez, pleinement orientée, teintée évidemment et impactée par le contexte géopolitique que vous connaissez. Et puis une 3e édition qui est largement consacrée au sujet de la souveraineté et de la défense, qui est devenue d'ailleurs, cette souveraineté, un mot clé de notre époque. Et derrière ce terme se cachent sans doute des questions très concrètes. Comment préserver notre capacité à produire, à innover, à nous approvisionner et à décider librement dans ce monde marqué par des tensions géopolitiques fortes, aiguës. Pour nous éclairer sur ces enjeux, on va accueillir notre premier grand témoin de cet après-midi. Elle est conseillère numérique industrielle au secrétariat général pour l'investissement, en charge notamment des stratégies robotiques, électroniques et réseaux du futur dans le cadre de France 2030. Merci d'accueillir chaleureusement Catherine Simon. Voilà, pour ceux qui notent, 20 minutes pour nous parler effectivement à travers l'exemple de la robotique industrielle notamment et de la convergence entre intelligence artificielle, si on n'a pas encore parlé d'intelligence artificielle depuis ce matin, ou peut-être pas suffisamment, et industrie. Vous allez nous montrer comment la France, Catherine, peut renforcer sa souveraineté et sa résilience pour préparer l'avenir. The floor is yours. Ah, merci. Donc, je vais lire un peu parce que je ne suis pas très habituée au keynote où je représente l'État. Donc, j'ai plutôt les pieds sur terre. Alors, on va rentrer direct sur le sujet. Je me suis posé à moi-même la question, souveraineté et résilience industrielle, que peut faire la France? Alors, en premier lieu, la France, c'est pas que moi, hein. C'est vous, c'est nous, c'est tout le monde. Hein. C'est pas que l'État qui peut tout faire tout seul. Et puis, je vais rentrer dans le vif du sujet. En 2026, la Chine ne se contente plus de dominer la production industrielle mondiale. Avec son 15e plan quinquennal, elle accélère la prochaine révolution industrielle, la Physical AI, dont on n'a pas assez parlé aujourd'hui, ou l'intégration de l'intelligence artificielle dans des systèmes physiques autonomes. Comme l'écrit le gouvernement chinois dans son plan, que j'ai lu, nous devons accélérer le développement de la Physical AI en intégrant profondément l'intelligence artificielle dans les systèmes physiques tels que les robots, les infrastructures critiques et les chaînes de production. Vous voyez, on est assez loin du truc immergé qu'on voit beaucoup et dont on entend beaucoup parler, qui s'appelle la robotique humanoïde. L'objectif, c'est de créer une nouvelle génération d'usines intelligentes, de villes autonomes et de systèmes logistiques auto-optimisés. Je cite, toujours. D'ici 2030, 80% des usines chinoises devront être équipées de systèmes de Physical AI et 70% des exploitations agricoles devront utiliser des robots autonomes pour améliorer la productivité et réduire la dépendance à la main-d'œuvre humaine. La Chine ne cherche pas seulement à dominer les marchés industriels, mais à redéfinir les standards industriels mondiaux. Face à cette ambition qui est à plusieurs centaines de milliards d'euros d'investissement, la France et l'Europe doivent répondre avec une vision, déjà. Et puis aussi des actions qui sont à la fois pour de la souveraineté, de la résilience, mais aussi respectueuses du vivant et des faits scientifiques. On a trop de désinformation sur la science dit n'importe quoi. Et après vous avoir cité le 15e plan quinquennal chinois, je voudrais vous citer l'encyclique du pape. Les progrès technologiques, s'ils ne sont pas orientés vers le bien commun et la justice environnementale, risquent d'aggraver les inégalités et de détruire notre maison commune, la France. Il ne s'agit pas de rejeter l'innovation, mais de la placer au service d'une écologie intégrale où la technologie respecte le vivant, la dignité humaine dans son altérité et les limites de la planète. Voilà, j'ai posé le décor. Alors, souveraineté. La souveraineté est souvent réduite à une question de localisation de la valeur ajoutée ou de la croissance du PIB, alors qu'elle est bien plus que cela. La souveraineté, c'est la capacité d'un pays à garantir la continuité de son économie, de sa vie en société et de ses valeurs. Elle ne signifie certainement pas une autonomie absolue sur chaque maillon des chaînes de valeur. Ce serait illusoire dans un monde interdépendant. Elle repose sur notre autonomie stratégique, notre liberté, vous l'avez dit. Je répète beaucoup de choses que vous avez dit en intro. Notre liberté de choisir nos partenaires, notre capacité à préserver nos savoir-faire critiques sur notre territoire. Elle demande la maîtrise des outils et des équipements stratégiques qui sous-tendent notre compétitivité et notre transition écologique. Si on adopte trop
d'équipements étrangers qu'on ne maîtrise pas, nous ne maîtrisons pas les outils de notre compétitivité ni de notre transition écologique. Alors concrètement, ça signifie quoi? Parce que voilà, on va essayer de, au fur et à mesure, redescendre sur Terre. Ça signifie déjà garantir nos besoins fondamentaux. Alors là, normalement, je dois montrer ma pyramide de Maslow. Vous allez y arriver. Voilà, exactement. Donc, moi, je commence par qualité de l'air, accès à l'eau potable, alimentation saine et durable, parce que moi, je ne vais pas manger des puces électroniques. Hein. Moi, ça ne m'intéresse pas. C'est aussi sécuriser notre approvisionnement énergétique, bien sûr, décarboné et résilient. Merci à tous les gens qui nous ont parlé d'énergie tout à l'heure. Protéger nos espaces stratégiques, c'est le deuxième besoin fondamental, hein, c'est la sécurité. Protéger nos espaces stratégiques, sécurité physique, numérique et aussi spatiale et maritime. Nous sommes dans 4 espaces stratégiques dans un contexte géopolitique de plus en plus tendu. Mais si la souveraineté, c'est notre bouclier, c'est la résilience qui est notre moteur. La résilience, ce n'est pas une simple capacité à absorber les chocs. C'est un mouvement double, une dynamique qui combine l'adaptation au présent, voilà, et la préparation de l'avenir. Et donc, il faut bien avoir une vision de l'avenir. Donc, imaginez, on est dans un navire en pleine tempête. Alors aujourd'hui, en plus, on est en pleine tempête, il n'y a pas trop de vent. Les vents, c'est les investissements. Vous voyez, il n'y a pas de moteur, ça ne bouge pas des masses. Donc, la résilience, c'est à la fois savoir rester à flot et avancer vers une destination claire. C'est cette capacité à naviguer dans l'incertitude tout en construisant les fondations d'un avenir durable. Alors on doit s'adapter en temps réel, identifier nos vulnérabilités, renforcer nos points forts, développer des partenariats, trouver des alternatives quand on est extrêmement dépendant pour réduire ces dépendances critiques. Et on doit aussi préparer l'avenir, donc anticiper les ruptures technologiques, structurer nos filières industrielles, investir dans l'innovation pour une présence forte sur les marchés de demain qui seront la condition de notre pouvoir d'influence en géopolitique. La résilience, c'est aussi la capacité de s'extraire du bruit ambiant et de la fureur des éléments pour garder le cap. Dans un monde marqué par des métacrises, et je vous passe la liste, un seul objectif, pour moi, restaurer les équilibres essentiels. Les équilibres environnementaux, les équilibres sociaux et les équilibres économiques. La résilience, comme la souveraineté, se construit collectivement. Elle exige une vision, des actions intégrées, une collaboration entre acteurs privés et acteurs publics et une approche systémique, je vous l'accorde, que nous n'avons pas des masses mises en place, qui dépasse la logique des appels à projets isolés. Votre concurrent n'est pas votre voisin, ni français, ni européen. Votre sous-traitant n'est pas votre variable d'ajustement. Vos salariés sont vos savoir-faire et votre amélioration continue. En tant que coordinatrice de la stratégie nationale robotique au SGPI, sans prétention aucune, parce que je n'ai pas réponse à tout et l'État n'a pas réponse à tout. Et encore une fois, souveraineté et résilience sont une affaire collective. J'aimerais essayer d'illustrer mes propos en vous parlant de ce que nous tentons de faire au niveau de la stratégie nationale robotique dans le cadre du plan France 2030. Alors le plan, c'est un plan. Il a 10 objectifs et il a des leviers pour y arriver. Donc la robotique et j'ai rajouté les machines intelligentes parce que les systèmes cyberphysiques, c'était trop compliqué d'expliquer ce que c'était. Donc on traite de robotique, mais on traite aussi de fabrication additive et de drones, 3 grands axes de la stratégie nationale robotique. Voilà ce qu'on a essayé de faire, et donc là je passe à mon slide un peu compliqué, que depuis j'ai amélioré, mais tant pis, vous avez la vieille version, c'est moi qui dois appuyer sur le bouton. Super, vous avez appuyé à ma place. Voilà ce qu'on a fait pour l'instant. Donc on s'est appuyé dans un premier temps sur l'excellence de notre recherche, avec ce qu'on appelle des programmes PEPR, programmes prioritaires de recherche. On a un premier PEPR qui s'appelle O2R, Organic Robotics, qui explore l'impact social de la robotique et développe des innovations en robotique souple, qui nous paraît être une bonne idée pour diversifier les matériaux et trouver des innovations de rupture. Juste à côté, en dessous, en fait, là dans mon schéma, vous avez le PEPR d'accélération. C'est pas la même chose. Là, on prépare la maturation des briques technologiques clés de la robotique qui vont arriver à un
Technology Readiness Level, donc un niveau de maturité d'environ 4-5 à la sortie de la recherche, pour qu'après on puisse les valoriser dans l'industrie, en tout cas les faire passer à l'industrie. Et ces PEPR, ils servent aussi à fédérer les communautés de chercheurs, mais aussi, on espère, les communautés d'experts et qui sont présents dans les acteurs émergents comme dans les grands industriels. C'est parce qu'aujourd'hui, la communauté IA et la communauté robotique, elles ne se mélangent pas, elles ont des visions extrêmement différentes. Il y a ceux qui viennent de la mécatronique, et puis il y a ceux qui viennent des mathématiques et du logiciel. Et alors, le monde réel, eux, ça ne les intéresse pas, et les autres, ils sont obnubilés par le monde réel et la sécurité physique, etc. Donc il y en a qui partent d'une page blanche avec énormément d'argent, d'investissement. Alors, les investisseurs, ils sont à fond dans le soft. Et puis il y a les autres qui sont là depuis plein d'années, qui ont déjà vécu une révolution de l'intelligence artificielle. C'est les trucs, on appelait ça les systèmes experts. On a même appelé ça l'intelligence artificielle vers 2019. Mais l'intelligence artificielle générative et la physique AI, c'est autre chose. C'est vraiment autre chose. Et donc la dynamique entrepreneuriale robotique aussi, on a essayé de la fédérer, de la redynamiser parce qu'elle peine à passer à l'échelle, elle peine à trouver des investisseurs, elle fait pas mal de POC, elle fait beaucoup d'expérimentations, elle intéresse beaucoup par ses innovations, mais elle passe pas à l'échelle. Alors pour le stimuler, on a fait un appel à projet qui s'appelle les robotiques et machines intelligentes d'excellence, qui a eu 6 relèves. Je peux vous parler de la deuxième. 97% des lauréats sont des entreprises de moins de 50 personnes. Donc, comme ça, on ne dit pas que l'État ne finance que les grands groupes. On a initié une démarche collective avec la priorité au consortium en disant, bon, ça suffit pas de financer des appels à projets d'acteurs émergents, ils trouvent pas leur marché, ils n'arrivent pas à grossir, ils passent pas à l'échelle industrielle. Donc, on a fait une priorité au consortium. Donc, on a changé le cahier des charges, on a fait une modification du cahier des charges de l'appel à projet robot d'excellence. Et pour essayer quand même de valoriser notre recherche et d'intégrer toute une chaîne de valeur, on a fait un appel à projet assez innovant, que je suis très contente. Il marche, il fonctionne. Chez des consortiums ultra dynamiques, même avec 16 partenaires. Ils ont trouvé leurs moyens de gouvernance. Et je vais de la recherche, alors celle qui a déjà des briques transférables, jusqu'à l'utilisateur final, en passant par l'intégrateur, celui qui va installer la solution finale et l'intégrer chez le client. Et là, il y a une dynamique excellente dans un continuum d'offres et de demandes. Tout ça pour dire que ça ne suffit pas. Les défis persistent, nos acteurs émergents peinent à passer à l'échelle, la densité robotique en France reste inférieure à celle de nos voisins, et le manque d'investissement privé freine la maturation compétitive et le déploiement de nos solutions. La valorisation de nos travaux de recherche est toujours insuffisante et nos intégrateurs n'ont pas du tout envie d'intégrer des innovations parce que quand ils intègrent des innovations, si ça ne marche pas, ils ne sont pas payés. S'ils ont des délais, ils ne sont pas payés ou payent des pénalités de retard. Donc, ils n'ont aucune incitation à prendre des risques. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire dans l'étape 2 de la stratégie robotique ? Là, j'arrive au ma petit truc vert parce que j'ai vraiment l'espoir que ça marche. On va essayer d'accélérer la convergence IA et robotique, de saisir collectivement les opportunités qu'elle ouvre, de rentrer en rupture dans des marchés consolidés et en pionnier et leader, futur leader, on va dire potentiel leader, sur des marchés émergents à très fort potentiel. On va faire de la néo-industrialisation, ça ferait plaisir à Monsieur Lancy. Pour définir collectivement l'étape 2 de la stratégie robotique nationale, on a lancé un appel à manifestation d'intérêt. J'ai reçu les acteurs de la communauté robotique française un jour de COMEX exprès au SGPI. 160 personnes ont envahi roboticiens ont envahi le SGPI. Alors ouais, il y a longtemps, le 27 janvier. Vous direz, on est lent. Et on a défini ensemble des nouveaux dispositifs. Le premier qui devait sortir le 30 mars, et puis on est bloqué par des considérations d'investissement prioritaire, mais ça va se débloquer, je vous promets. Un appel à projet flagship dédié au développement de sous-systèmes robotiques innovants et souverains. On va tenter
puisqu'on ne peut pas pour l'instant construire des solutions complètement souveraines, de devenir indispensable ou vraiment compétitif ou vraiment innovant et top intéressant sur de la brique technologique clé. Alors ça peut être, aujourd'hui on est très dépendant par exemple des batteries pour les robots, et très dépendant sur les moteurs réducteurs, direct drive, tout le monde a son mot. On est très dépendant, on les achète essentiellement à l'étranger. Alors ce sont des pièces essentielles et on a des innovations à faire sur ces sujets. L'objectif, c'est de créer des offres technologiques différenciantes, de réduire nos dépendances critiques et de positionner la France comme un acteur clé sur la scène internationale, notamment européenne. Ces projets doivent démontrer des résultats concrets, c'est comme ça que j'ai écrit le cahier des charges en commun avec la communauté, des résultats concrets sous 12 mois et avoir un impact sous 18 et 24 mois. Et si ça n'a pas un impact en France, il faut qu'ils aillent continuer leurs projets en intégrant des projets européens jusqu'à ce qu'on ait un impact et un premier impact sur les marchés européens. Nous avons besoin de marchés français et européens. Le deuxième appel, ça sera un truc sur lequel je suis en train de travailler qui s'appelle, pour l'instant, nom de code, Nouvelle filière industrielle robotique. Je suis trop lente? Non, ça va. Il s'agit de créer de nouvelles industries d'une démarche de néo-industrialisation. Les dispositifs en cours d'étude ont l'ambition d'assurer un impact industriel, économique, social pour nos acteurs émergents sur le territoire, tout en modernisant, je fais toujours coup double, tout en modernisant des filières sectorielles applicatives au poids économique important en France. Je vais vous donner des exemples. Il s'agit d'entraîner les chaînes de valeur de filières sectorielles qui ont des besoins robotiques avérés dans le développement et la structuration de nouvelles filières industrielles robotiques à fort potentiel économique, je l'ai déjà dit. Moi, je vise le marché robotique mondial de cette filière sectorielle, environ 1 milliard d'euros, tant qu'à faire. Il faut avoir de l'ambition. Les critères de sélection de ces nouvelles filières industrielles robotiques qui vont être soutenues sont déjà, faut qu'elles soient clientes. Faut qu'elles soient clientes, que ce soit un domaine d'application avéré de la robotique. Il faut qu'on ait la présence d'acteurs français leaders dans le top 20 mondial, vous voyez. Donc, par exemple, le marché de la construction. On a des top leaders mondiaux dans la construction. On n'est pas mauvais en énergie, hein. On est bien. Ou alors elles répondent en même temps à des enjeux de souveraineté qui sont critiques, la défense. Alors là, le quantitatif n'est pas terrible, mais le qualitatif est très deep tech. Il faut qu'on ait une expertise et des compétences et des talents présents sur le territoire, sinon c'est pas la peine que je m'acharne, hein. Je vais perdre la bataille. Donc, il faut que j'ai de la recherche, il faut que j'ai de la formation et il faut que j'ai des acteurs émergents parce que si j'ai pas de petite dynamique d'innovation, je vais pas amener grand monde dans une filière industrielle nouvelle. Il faut que ça ait un lien fort, et vous m'excuserez de ça, avec les objectifs du plan France 2030. Moi, je suis un levier pour exécuter des objectifs d'un plan. Et il faut que ça serve les actions de résilience et de souveraineté de filières critiques. Et enfin, parce que j'oublie jamais ce sujet-là, même si parfois on croit qu'il n'est pas prioritaire, il faut que ça ait un impact environnemental avéré, mesuré, mesurable. Alors, ces dispositifs, je ne les ai pas encore créés, je veux les co-créer avec d'abord les clients, parce que moi je vais d'abord chercher les marchés, parce qu'après, bizarrement, tout d'un coup, il y aura du chiffre d'affaires, il y aura des investissements, il y aura du potentiel, j'aurai toute une dynamique qui va se mettre en place si je trouve des beaux marchés pour mes acteurs émergents. Donc, je leur parle de moins en moins, je parle aux grands groupes en disant « Est-ce que tu ne veux pas me créer un marché pour la robotique, s'il te plaît ?» Et ils sont d'accord. Croyez-le bien, ils ont des vrais besoins. Alors, on va essayer d'avoir une démarche agile, parce que finalement, ce qui se passe dans les autres pays, c'est que, ou dans l'IA, c'est je t'envoie ma bêta, tu l'utilises, mince, elle a des biais, attends, je t'ai corrigé, je t'envoie la version suivante. Moi, je t'envoie un robot, mince, il a tué un bonhomme, c'est pas grave, je t'envoie l'update. Voilà. Donc, non, on ne va pas faire ça, on va faire des démarches itératives, sécurisées, mais pour arriver, avec le déploiement de résultats intermédiaires et de retours d'expérience, à une vraie solution robotique avérée qui répond à des vrais besoins avec des gros marchés.
Voilà, j'ai l'espoir. La première néo-industrie robotique que j'ai envie de créer avec vous va s'intéresser aux robots et aux solutions pour les grands chantiers en extérieur. Parce que là, je peux toucher le secteur de l'énergie, nucléaire, hydroélectricité, éolienne. Je peux toucher les infrastructures de transport, le ferroviaire, les routes, les gens de la communication, parce que ils ont des pylônes, là, machin, ils ont plein de trucs, des structures métalliques qui sont en train de se corroder et qu'il faut maintenir et réparer. Les chantiers navals, et comme ça vous êtes contents parce que je suis à Nantes, voilà. Et la construction, le BTP, quoi. D'autres filières sectorielles, je n'ai pas encore vraiment commencé à agiter les acteurs, mais d'autres filières sectorielles sont pressenties. Mais il faut que j'étudie, parce que moi, je ne connais pas toutes les filières sectorielles du monde. Je connais très bien la filière robotique et ses petits acteurs. Je suis particulièrement spécialisée dans les petits acteurs. Donc, je pensais à la robotique pour la circularité, histoire de mettre un petit peu de durable et d'économique. Le recyclage des batteries et l'électronique, par exemple, ont besoin de circularité. On a des dépendances sur les matériaux. Les drones, bien sûr, pour la sécurité, la surveillance et la défense. Et il faut que je me dépêche parce que je suis en retard. Et donc, je vais aller direct à la fin de ma prise de parole. Je le disais, nous sommes au terme de notre prise de parole, mais surtout au début d'une aventure collective. La physique OLEA et la robotique industrielle qui l'accompagnent ne sont pas des défis lointains ou abstraits, ils sont là. Ces défis redessinent sous nos yeux les règles du jeu économique, technologique et géopolitique. Et face à l'ambition chinoise, face aux métacrises qui secouent notre monde, la France peut agir, anticiper, innover. Je vais direct à mon call to action. Je le sens bien. Rejoignez les consortiums. Investissez dans vos filières pour les moderniser et saisir les opportunités de la physique OLEA. Contribuez à bâtir une industrie robotique française, européenne, souveraine, résiliente, innovante et durable, qui sont les facteurs de votre compétitivité. Et n'oubliez pas, maîtrisez nos savoir-faire. Catherine Simon, évidemment qu'on peut applaudir. Conseillère numérique industrielle au secrétariat général pour l'investissement. Merci beaucoup.